Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 2024. Donc je profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et tous mes meilleurs vœux. Alors comme chaque après-midi, nous avons la possibilité, l'honneur, le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture, et nous avons une dame aujourd'hui qui aime la lecture, qui aime la littérature, qui aime l'histoire, la culture martiniquaise. Donc nous disons bonsoir à Arlette Pujard. Madame Pujard, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Bonne année à toi. Alors, je vous ai peut-être mis un petit peu l'eau à la bouche. Donc cet après-midi, nous allons parler, je pense, on va parler d'histoire, on va parler peut-être même de sociologie, de culture. On va parler de la Martinique et des Martiniquais et qui sait peut-être plus largement la Caraïbe. Donc de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Eh bien, je vais enfin pouvoir parler de mon troisième roman, Lycée Schœlcher, Les Mémoires fraternelles, qui sera bientôt dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Lycée Schœlcher, Les Mémoires fraternelles. Oh là là, ça c'est... Alors, Lycée Schœlcher, je pense qu'il n'y a pas de doute sur la thématique. Les Mémoires fraternelles. Donc ça, c'est intéressant. Donc, j'observe sur ta couverture, elle est en noir et blanc. Donc, je suppose que ce choix n'est pas un hasard, tu n'as pas fait le choix de la couleur. Voilà, j'ai préféré faire le choix du noir et blanc parce que les photos en noir et blanc sont vraiment beaucoup plus, beaucoup plus parlantes et, que la couleur. Donc, j'ai préféré maintenir au noir et blanc, qui va mieux aussi avec l'époque du lycée. D'accord. Alors, ton œuvre, ton ouvrage, c'est dans quelle catégorie? Est-ce qu'il s'agit de une biographie, d'un roman? Non. Il s'agit d'un récit simplement, d'un récit. Tout comme mon premier roman, Vinivant, La boutique de Mademoiselle Yvonne, était un récit aussi. Donc c'est vraiment l'intimité de ce lycée que je révèle, même si certains connaissent déjà l'histoire du lycée. Mais je crois qu'il était important de porter à la connaissance des Martiniquais et des Martiniquaises ce qui se passait à l'intérieur du lycée. Comme on dit, en didant nanant lycéen. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup de plaisir, à partager ces témoignages avec des anciens élèves, anciens professeurs, anciens personnels aussi administratifs. Et j'ai envie de dire que je me suis enrichie moi-même par l'écriture de ce roman. Donc le lycée Schœlcher a eu quand même pas mal de générations. Ça t'a pris combien de temps un tel travail? Alors je veux dire que je n'écris pas non-stop, bien sûr. J'ai une activité professionnelle qui est prenante. Donc c'est quand j'ai un petit moment seulement que je le fais. Et j'ai pris beaucoup de temps, 3 ans, parce qu'il y a eu le Covid au milieu, qui m'a empêché d'aller à la rencontre des témoins, des grands témoins. Donc par téléphone aussi, par mail, mais je préfère le contact direct. Donc j'ai pris mon temps pour le faire, pour le fignoler, et puis pour l'offrir aux Martiniquais en début d'année. Donc je déduis, comme tu dis que tu aimes le contact, tu as quand même dû visiter pas mal de communes de Martinique. Oui, du nord au sud, au centre. Je crois que j'ai tout fait, même l'Hexagone. D'accord. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés malheureusement, qui sont dans le livre, mais qui ne l'auront pas dans les mails, mais ils sont là, ils sont bien là, présents parmi nous. Je veux parler de Pierrot Petit, par exemple, de Fernand Munto, de Roland Jean-Baptiste Édouard. Il y en a tellement qui sont partis déjà, mais qui m'ont révélé vraiment leurs témoignages les plus intimes quand je leur ai posé la question. D'accord. Donc, alors le lycée Schœlcher, donc c'est un pan de notre patrimoine martiniquais. Tout à fait. Il y a des personnes comme moi qui n'ont pas eu la possibilité d'aller au lycée Schœlcher, mais qui ont... Bon, je suis né en 1983, pour donner une petite idée, je suis né en 1983. Donc moi, j'ai fait mes classes dans un lycée du sud de la Martinique, mais il y a une époque où il n'y avait pas autant de lycées
Aujourd'hui, il y a d'autres générations, notamment la génération de mes parents. Mon père, lui, il a fait ses classes au lycée Schellcher. Donc, depuis petit, j'ai entendu des anecdotes. J'ai rencontré d'autres personnes aussi. Dès qu'ils se rencontrent, on a l'impression qu'il y a... Et j'aime bien ton sous-titre, mémoire fraternelle. Voilà. On a effectivement cette impression de fraternité. Tout à fait. Eh bien, Raymond Collier a été un des premiers grands témoins. Et j'ai passé un moment exceptionnel avec lui en relatant justement ses souvenirs. Et je crois qu'il est important que nous puissions connaître cette histoire-là, même si elle est du passé, pour mieux se structurer au présent. Et c'est important que les lycéens actuels au lycée sachent quelle est l'âme de ce lycée, quelle était l'âme de ce lycée, et comment ils peuvent cheminer aussi sur les traces des anciens. Et je crois que Raymond Collier nous a révélé de très belles choses. Je ne dirai pas tous aujourd'hui. D'accord. Alors, comment ton ouvrage est structuré? Est-ce qu'il suit un ordre chronologique, thématique? Comment tu l'as articulé? Oui, alors je me suis beaucoup interrogée justement par quel bout le prendre, puisque tous les bouts étaient intéressants. Je veux parler de l'angle architectural, puisqu'on sait que c'était une œuvre relativement conséquente pour la Caraïbe. Et Aimé Césaire d'ailleurs disait que c'était dans l'histoire de l'architecture caribéenne du XXe siècle vraiment un élément, une révélation. Voilà. Il y avait l'angle architectural, il y avait aussi l'angle sociologique, il y avait aussi l'angle éducationnel, il y avait aussi l'angle de l'émotion. Voilà. Donc j'ai pris un peu tout ça et j'ai essayé de rassembler tous ces souvenirs en mettant simplement en avant l'ordre chronologique, les générations, de génération en génération, en faisant une partie simplement sur les externes, s'il y avait des externes, différentes sortes d'externes aussi, des externes surveillés aussi, et puis il y avait les internes. Et les internes, bien sûr, étaient des enfants qui venaient de communes. Alors au départ, bien évidemment, le lycée était ouvert aux enfants de la 6e à la terminale. Les générations précédentes, c'était de l'école maternelle à la terminale. Alors certains ont fait tout ce parcours de la maternelle jusqu'au bac. Et à l'époque, il y avait le bac en 2 parties. Donc c'est vraiment, on faisait son armée, comme on disait, son armée, et on faisait son lycée Schellcher, voilà, pour boucler son parcours de vie. Et j'ai donc repris ces 2 parties-là, et j'ai ajouté une petite partie qui est très légère, mais qui est importante, sur le pensionnat colonial. Alors pourquoi? Parce que j'ai croisé ma route avec Madame Livy Pierre-Charles, pardon, qui a donc écrit un petit fascicule sur le pensionnat colonial, et qui m'a raconté comment les filles brillantes venaient au lycée avant la mixité pour faire leur terminale mathélème, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes filles pour faire une terminale au pensionnat colonial. Donc elle m'a raconté comment ces jeunes filles étaient accueillies au lycée et comment ensuite elles sont revenues comme professeurs au lycée Schellcher. D'accord. Ben, ça, c'est une information, je ne sais pas si tout le monde savait ça. Personnellement, j'ai découvert ça tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il y avait même un nombre très restreint de filles. Je pensais que c'était 100% garçons. Voilà. Et donc, tu nous montres cet après-midi qu'il y avait aussi des filles. Et des filles brillantes. Oui. J'aurais un exemple, par exemple Marie-Claude Valide, que tout le monde connaît à Martinique, a été une des élèves avant la mixité, au lycée. Il y en a d'autres encore. Oui. Alors, est-ce que tu as des anecdotes croustillantes que tu peux révéler? Alors, bien sûr, je ne vais pas tout révéler aujourd'hui, mais révéler quelques anecdotes pour vous donner l'envie de lire ce livre, cet ouvrage, qui s'adresse, je le dis, non pas uniquement aux anciens élèves, ça s'adresse à tous les Martiniquais. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre patrimoine. C'est, je dirais, comme la bibliothèque Schellcher, qui est inscrite dans notre patrimoine, le lycée aussi est inscrit dans notre patrimoine. Je ne rentrerai pas dans la polémique du nom, tu vas aller retirer le nom, pas retirer le nom, construire sur le même site, pas construire sur le même site, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire ressortir l'âme de ce lycée. Et je pourrais dire que j'ai croisé aussi mon chemin avec de jeunes femmes qui ont été élèves au lycée, et qui m'ont dit comment le lycée, elles ont aujourd'hui à peu près 45 ans, comment aujourd'hui le lycée les habite toujours. Alors j'étais surprise, et oui, elles me disent quand elles passent devant le lycée, elles ont une pensée justement sur ces années-là, ces années vraiment où il y avait l'amitié. L'amitié était vraiment en avant, et il y avait une solidarité que l'on ne connaît pas aujourd'hui de façon aussi intense. Voilà. Alors je commencerai symboliquement par un poème qui a été écrit par Roland Jean-Baptiste Édouard, qui nous a malheureusement quittés, et qui est un des témoins de ce livre. Et son poème est très beau. Il l'a écrit quand il avait à peu près 16 ans, je crois. Voilà. À la gloire de notre école.
Un poème. Nous avions 16 ans et vous en aviez 100. Vous refermiez dans vos murs jaunes nos plus chers souvenirs. Vous aviez emprisonné dans vos salles de classe nos rêves les plus fous, nos rires les plus gais, nos travaux les meilleurs. Vous connaissiez le fond de nos cœurs. Vous discerniez, malgré votre grand âge, nos moindres sentiments. Oh, vous nous détestiez parfois. Que de fois nous avons souhaité votre destruction. L'air sérieux, mais le sourire au coin de l'œil. Que de fois nous avons déploré l'absence d'ascenseur et de tapis roulant, tout en sachant que vous y perdriez votre âme. Que de fois nous vous avons déserté, vous blessant de nos cris revendicateurs, vous souillant de nos affiches vaines. Mais nous savions que vous nous pardonneriez. Vous étiez notre lycée et nous étions vos enfants. Il avait 16 ans quand il a écrit ce poème. Voilà. Oh, voilà. Ah ben, dis donc. Il a été un des fondateurs du journal Le Lycéen, qu'il a écrit avec plusieurs de ses comparses, comme on peut dire. Voilà. Alors, je vais commencer par le latin. Le latin a une place importante dans ce lycée, parce que la plupart des élèves faisaient du latin, du grec même, et certaines personnes âgées pensaient que quand on faisait du latin, c'est qu'on voulait être prêtre ou religieux. Voilà. Et ce n'était pas ça du tout. Alors, je vais vous lire un petit passage concernant les déclinaisons latines. Et on va écouter tout à l'heure une chanson de Jacques Brel. Monsieur Mariette, qui était donc professeur de latin, avait une façon particulière de gérer sa classe, notamment la 6e. En latin, on parle de déclinaison. Cette déclinaison est un ensemble de suffixes qui se mettent à la fin des noms, adjectifs et pronoms suivant le genre, le nombre et le cas. Le fameux rosa, rosae, rosam de Jacques Brel. Avec ce professeur, il fallait pouvoir réciter par cœur cette déclinaison de ce mot rosa. Celui qui savait obtenait la note de 10. Les autres, selon leur insuffisance, avaient une note pouvant aller jusqu'à 0. L'originalité n'était pas cette graduation de la notation, mais ce dont bénéficiait celui qui avait obtenu 10. Celui-ci recevait un petit papier qu'il appelait exemption. À tout manquement, leçon, devoir ou discipline, le bénéficiaire, de présentation de ce billet, était exempté de la punition qu'il encourait. Je crois qu'on peut écouter un extrait de la chanson. D'accord. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Voilà, alors je ne saurais continuer mes lectures en ayant une pensée pour José Nozel, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et qui m'a fait un témoignage remarquable sur une rentrée improbable à l'internat. Puisque je l'ai dit, il y avait des internes qui venaient de communes. Et il faut savoir que les parents se serraient la ceinture pour permettre à leurs enfants de pénétrer dans ce lycée, mais surtout d'y rester. Le tout n'était pas d'entrer, mais de rester au lycée. Puisque dès qu'on n'avait pas de bonnes notes, on était simplement renvoyés. Voilà. Donc, José, qui était du François, nous raconte comment sa maman et ses sœurs avaient cousu son prénom et son nom sur tous les vêtements destinés à l'internat. Et son trousseau, justement, le fameux trousseau. Et comment son père a dû vendre un bœuf pour pouvoir acheter tout le nécessaire pour que son fils puisse entrer au lycée, avec une certaine fierté. D'ailleurs, les parents disaient souvent « Ich moi, lycée seul cher ». Ils ne disaient pas plus que ça, mais une fois qu'ils avaient dit cette phrase, c'était tout. Voilà. Alors, je vais lire un petit passage. Habitant la commune du François, à la campagne, au quartier des Roses, à Montpitot, petit José avait vocation à intégrer l'école primaire du quartier, comme les autres enfants ou ses autres frères et sœurs de leur fratrie de 10 enfants. C'était comme cela que ça devait se passer, à la sortie de la petite école qu'animaient bénévolement les sœurs Bido, Ginette et Gilberte. Ces mulâtresses, bon teint, belles et de belles prestances, restées cependant apparemment vieilles filles, avaient comme principale occupation professionnelle la couture, et comme occupation sociale d'animer toutes les cérémonies du quartier, comme les mariages et les baptêmes, mais aussi les veillées mortuaires.
Elles se retrouvaient par ailleurs à certaines occasions derrière le comptoir de la boutique de leur père, chez Lozéa, située dans la croisée du même nom, sur la route menant du François à Fort-de-France. Sans doute parce qu'il devait être un garçon prometteur, toujours est-il qu'il fut catapulté de la petite école de campagne à l'école primaire du bourg, dans la classe de Mademoiselle Calonne. Elle était la sœur aînée des 2 célèbres Calonne qui ont marqué de leur empreinte le lycée Seulcher, l'un enseignant d'anglais, fait l'objet jusqu'ici de colibés et d'anecdotes, dont certaines sont retracées dans cet ouvrage, l'autre, moins singulier, mais homme au chapeau et de culture, œuvrait dans la bibliothèque du lycée, initiant les élèves aux délices de la lecture et de la littérature. Ils ont été des générations d'hommes de la commune du François à avoir été marqués par l'éducation et la personnalité de Mademoiselle Calonne, institutrice des petits à l'école primaire des garçons au bourg du François. Mais il fallait se rendre au bourg chaque jour pour aller à l'école. Et souvent, il y arrivait en retard après avoir parcouru les 7 kilomètres qui séparaient leur maison de la campagne du bourg. Je dis bien 7 kilomètres. Son parcours scolaire avant le lycée aurait pu s'arrêter bien avant, à plusieurs reprises, et pour diverses circonstances. Nous sommes en fin septembre 1963, à 2 ou 3 jours de la rentrée scolaire, de la rentrée d'octobre. Sa mère lui a préparé son trousseau pour la rentrée à l'internat, comme chaque année depuis 4 ans. Ses sœurs, assises autour de leur mère, cousaient son matricule sur chaque pièce de linge en 4, 6 ou 8 exemplaires. Pantalons, chemises, tricots, slips, shorts, chaussures, etc. Tout cela rangé dans la valise, prête pour la rentrée. Dans la nuit, des pluies diluviennes essayaient de s'abattre sur la maison en bois recouverte en tôle. Le cyclone Edith se déclencha véritablement vers les 23 heures. La case commença à se découvrir vers 2 heures du matin. Tous réfugiés sous les lits, recroquevillés et trempés jusqu'aux os, espéraient une accalmie. Soudain, une branche d'arbre qui lui apparut gigantesque s'était engouffrée dans la maison par le toit. Il n'a jamais oublié le bruit strident que faisaient les feuilles de tôle qui s'arrachaient avec les clous de la toiture en bois du Nord et prenaient leur envol au gré de la puissance du vent. Au petit matin, dans ce calme absolu des après-cyclones et après ce paysage de désolation très dégagé par tant d'arbres abattus ou ayant perdu feuilles et branchages, ils constataient les dégâts, chez eux et dans les alentours. Parmi ces dégâts, son trousseau, complètement trempé et souillé dans la valise rendue inutilisable. Son itinéraire au lycée aurait pu s'arrêter là aussi. Avec quels moyens réparer la maison, la récupérer? Bien des choses avaient été détruites ou souillées. Et bien sûr, pour lui, comment reconstituer son trousseau après avoir récupéré ce qui pouvait l'être? C'est son père qui négocia cette reconstitution du trousseau auprès de Mademoiselle Julie, la tenancière du principal magasin du bourg, ce qui lui a permis de rentrer au lycée en seconde, au jour différé de la rentrée, après le cyclone. Son trousseau déposé l'avant-veille avec son numéro d'internat, à nouveau cousu par sa mère et ses sœurs sur toutes les pièces. Comme beaucoup de Martiniquais, il mesura après coup, combien son séjour au lycée Seulcher a été un moment exceptionnel et déterminant de sa vie d'adulte pour les leçons qu'il a pu en tirer. Alors, cette anecdote pour dire que beaucoup d'enfants ont vécu cette scène décrite par José Nozel, parce qu'effectivement, beaucoup de parents se démenaient pour pouvoir constituer le trousseau de leurs enfants. Donc, quand on était au lycée, on essayait de bien travailler, tout simplement, parce qu'on savait que les parents se serraient la ceinture. Voilà. Et effectivement, il fallait faire un choix, tu as fait un choix, mais je pense que beaucoup de personnes qui ont fréquenté ce lycée, surtout comme tu as dit, l'internat, c'était les personnes qui étaient en commune, peuvent se retrouver à travers cette histoire. Et c'est peut-être aussi un moyen justement mis à part le fait d'avoir fréquenté le lieu, mais il y avait ces points communs. Celui-là vient du François, celui-ci vient de Sainte-Anne, etc. Et c'est la même chose, les parents qui ont fait des sacrifices, ils avaient ce devoir de réussir pour beaucoup d'entre eux. Alors les élèves se distinguaient souvent par des talents en sport, des talents en musique, des talents en écriture. Alors on a aujourd'hui des générations d'artistes qui ont tous séjourné au lycée Seulcher, comme par exemple Nemro,
par exemple Geneviève, des musiciens renommés, Raph Tamar, des gens très connus qui ont séjourné, comme Michel Timon, qui ont séjourné au lycée, et puis des Saint-Prix par exemple. Voilà. Nous avons également des personnes qui ont œuvré après dans l'éducation nationale, qui sont devenus aussi enseignants et au lycée Seulcher, avec une certaine fierté. Avec une certaine fierté. Et d'autres qui ont cheminé peut-être dans l'administration, les administrations, que ce soit à la poste, que ce soit à la préfecture ou dans les collectivités, mais qui sont passés aussi au lycée. Donc il y a cette trace qui fait, j'ai envie de dire, qui fait sens, parce que chacun se reconnaît. Et dès qu'on se rencontre, on se salue parce qu'on vient du lycée Seulcher. Voilà, on est dans le moule du lycée Seulcher. Alors, j'ai eu plusieurs témoignages, donc d'externes et d'internes. J'ai mis en valeur certains témoignages parce que je connaissais ces personnes, par exemple comme Pierrot Petit, qui m'a justement dit que s'il est devenu médecin, c'est parce que justement, il était du Morne Rouge, qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque au Morne Rouge, et qu'il a assisté à une scène un peu dramatique où il a vu quelqu'un qui était blessé, qui se vidait de son sang. Et on a dû aller chercher donc à cheval le médecin à Saint-Pierre. Donc, le temps que le médecin arrive, la personne a failli mourir. Et il s'est dit ce jour-là, en regardant cette femme, il était tout jeune, je serai le premier médecin du Monde Rouge. Voilà. Effectivement, il n'a jamais reculé. Et il me disait, quand il est parti faire ses études, il est resté 12 ans sans voir sa mère. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas rentrer aussi facilement qu'aujourd'hui. Et il me disait qu'il écrivait tous les jours à sa mère, tous les jours. Et que sa mère, bien sûr, lui répondait. Et c'est ces courriers-là qui ont permis de tenir un petit peu quand c'était difficile, quand la séparation était trop difficile. Voilà. Oh, merci pour ces anecdotes. Ça c'est tous les jours. Wow, voilà. Surtout qu'en plus, à l'époque, les courriers n'arrivaient pas aussi vite. Tout de suite. Donc, quelle résilience, persévérance. Ben, on a beaucoup de choses à apprendre de nos aînés. Alors, nous avions aussi dans ce lycée des célébrités. On m'a beaucoup parlé de ces célébrités. Et la célébrité qui revient en number one, comme on pourrait dire, c'est M. Calonne, le professeur d'anglais. Je crois que je le connais par cœur aujourd'hui, tellement j'ai entendu parler de lui. Oui, il y a des personnes comme ça qu'on n'a pas rencontrées. Incontournable, voilà. Incontournable, oui. Voilà. Alors, je vais vous lire juste un petit extrait, vous mettre l'eau à la bouche. Alors, M. Calonne se présente donc aux enfants. Imperturbable, lisait un journal sans jeter un regard vers les élèves. Puis, subitement, il pliait son journal, enlevait ses lunettes. Il regardait alors la classe d'un regard sévère. Il avait un tic. Avant de parler, il produisait un son « pac, pac », ce qui avait pour mérite de les impressionner. « Je suis votre professeur d'anglais et je vais tenter de vous apprendre 3 choses. Premièrement, l'intelligence, malgré vos têtes de crétins. Deuxièmement, la force. » Il se mit alors à soulever le bureau en plaçant son bras en dessous, ses muscles gonflés sous le regard médusé des élèves. 3. La vigueur de la pensée, ai-je dit. Chaque élève était invité à apporter un petit miroir en classe pour se regarder parler anglais. Cette technique avait le mérite de les sensibiliser à la bonne prononciation. Mais les enfants en profitaient bien sûr pour regarder les autres dans le miroir en riant aux éclats. Alors un matin, M. Calonne annonça aux élèves qu'ils allaient fêter Noël en musique. Il interrogea sa classe. « Y a-t-il parmi vous des musiciens ?»« Moi, monsieur, je joue du tibois. »« 6-0, répondit-il. »« Moi, monsieur, je joue de la flûte, dit un autre. Pas mal, c'est un peu plus civilisé. »« Moi, je joue de la trompette, dit Timoris. »« Instrument salvateur, répond M. Calonne. » M. Calonne demanda à Timoris d'apporter sa trompette au lycée. Le lendemain matin. Troublé par cette demande, il n'osa pas en informer ses parents, particulièrement sévères. Son père était chef de la police et sa mère enseignante. Sa trompette fut dissimulée dans son sac. Le matin, M. Calonne demanda aux élèves de sortir leurs instruments et de jouer un petit Michaud veillé. Et l'ambiance commençait à monter. Ceux qui n'avaient pas d'instrument n'hésitaient pas à battre la mesure sur les tables à l'aide de leurs mains. Pac, tac, pac, pitac, pitac, tac. Tous les chants traditionnels de Noël furent passés en revue.
M. Calonne, envahi par la musique et le rythme, n'hésita pas à déployer son immense taille, son immense corps athlétique, et se mit à chanter et à danser sous les yeux ébahis des élèves. Toutes les classes, attirées par la chaleur de l'ambiance, venaient alors écouter la musique et assister au spectacle. Ensuite, il invita les élèves à jouer un merengue. Enfin, M. Calonne remercia les élèves pour leurs prestations et confia à Tim Morris que c'était le plus beau Noël qu'il avait passé au lycée. Alors je passe à notre anecdote. Il faudra que les Martiniquais lisent tout ça. Mais j'avoue que j'ai imaginé ce monsieur à travers ce témoignage et tout le monde reconnaîtra que c'était Maurice Boucher, donc il joue toujours la trompette avec autant de talent. Voilà. Et qui depuis tout jeune donc, faisait le régal de ses camarades. Oui, c'est ce que je trouve impressionnant. C'est que depuis jeune, on voyait déjà les aptitudes. Bon, on ne lit pas l'avenir, mais depuis jeune, certaines personnalités connues se distinguaient, notamment dans le monde de la musique. Tu as parlé de Dédé Saint-Prix, il y a d'autres personnes. J'ai entendu aussi des anecdotes à leur sujet. C'est très bien et il y a cette fraternité jusqu'à présent, c'est époustouflant, je trouve. Alors, j'évoquais maintenant le sport. Le sport donne une place importante au lycée. Il y avait des fameux tournois entre lycéens, donc lycéens internes, externes, les matchs entre les professeurs et les élèves, etc. Une ambiance particulière dans ce lycée. Et je veux rendre hommage aussi à Claude Caillol, qui a été donc un enseignant, élève et enseignant aussi au lycée, qui a formé des générations et des générations d'élèves. Et puis à Fredson aussi, à Jean Kelch. Je crois que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir. Et ils m'ont raconté comment ils ont accompagné ces lycéens et comment les lycéens aussi étaient très sportifs, mais j'ai envie de dire qu'on marchait beaucoup à pied à l'époque. Et les élèves allaient du lycée Seulcher au stade Louis Achille à pied, à petite foulée. Soit ils passaient par la route, soit ils passaient par Texaco, le bas de Texaco, par à travers champs, voilà, toujours pas de course. Ils étaient très athlétiques, très maîtres, et ils jouaient particulièrement doués en basket, notamment en football, et puis en hand aussi. Et des générations d'élèves. Jean Kelch raconte ça très bien, lui qui est métropolitain, mais qui a épousé, j'ai envie de dire, la Martinique, et qui a formé également de nombreuses générations. Et certains jeunes sportifs aujourd'hui disent souvent qu'ils sont devenus sportifs de haut niveau pour certains grâce à ces enseignants de sport. Voilà. Et au départ, ils n'avaient pas d'infrastructures trop développées. Ils arrivaient quand même, avec le peu qu'ils avaient à leur disposition, à en faire vraiment des champions. Voilà. Et certains clubs sportifs, le Golden Star par exemple, ou le club colonial, venaient au lycée faire leur marché et venaient recruter justement ces jeunes qui venaient notamment des communes, et venaient les inciter à rejoindre leur club. Et Fredson me disait qu'il y avait un jeune qui est très fort, qui est de Bellefontaine, et tous les lycéens avaient choisi d'aller l'encourager. Et quand il faisait des compétitions à Bellefontaine, tout le lycée montait l'encourager dans les courses. Voilà. Michel Timon aussi était très, très bon en sport et en musique aussi. Donc on l'encourageait aussi beaucoup au stade Louis Achille quand il faisait ses exploits. Voilà. Oh. Est-ce que tu as eu des anecdotes sur Aimé Césaire, qui a été, lui, enseignant, pas élève, mais enseignant? Oui, alors, je n'ai pas trouvé dans mes recherches d'écrit d'Aimé Césaire sur son passé d'élève. Il paraît qu'il n'a pas écrit, on ne sait pas pourquoi. Certaines personnes m'ont dit qu'il n'a pas beaucoup aimé le lycée en tant qu'élève. Il a plus apprécié quand il était enseignant. Voilà. J'ai pu avoir un très beau témoignage de Maurice Darcière, le frère de Camille Darcière, qui a eu Aimé Césaire comme professeur et qui a raconté, donc c'est un témoignage enregistré aux archives territoriales que j'ai pu écouter et qui est donc magnifique, mais je vous invite à le lire, et qui montre bien la personnalité d'Aimé Césaire et comment Aimé Césaire avait 26 ans quand il a commencé à enseigner au lycée. Et il était tout juste un peu plus âgé que les élèves. Oui. Parce qu'à l'époque, n'oublions pas que la majorité était à 21 ans et que les élèves avaient entre 16 et 20 ans au lycée, pour ceux qui étaient en terminale, les plus doués notamment. Voilà. Alors, une anecdote sur un élève pour les résultats du bac, qui était donc déclamé avec un micro. Et le censeur de l'époque se mettait en haut des marches avec le micro et donc déclinait tous les noms de ceux qui avaient réussi. Alors ceux qui avaient échoué, tout doucement, quittaient les rangs. Et un des élèves, n'entendant pas son nom,
a commencé à pleurer et s'est écarté un peu du groupe et se demandait comment il allait annoncer à ses parents qu'il avait échoué au bac. Et il voit au loin un surveillant lui faire de grands gestes. Il regarde le surveillant qui lui dit de venir le voir. Donc il traverse la cour, il va le voir, mais tout triste. Et là, le surveillant lui dit « Tu as réussi, simplement on t'a mis dans le groupe des filles ». Et c'était simplement l'ancien maire des Anzarlais, Olga Delbois. Comme il avait un prénom féminin, on l'avait classé parmi les filles. Voilà. Et il m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, de voir qu'il avait réussi son bac, alors qu'il était au départ très triste, pensant l'avoir échoué. Voilà. D'accord, oui, effectivement. Là encore, ça montre que les filles étaient bien présentes. Mais bon, voilà. Il y a cette confusion au niveau des prénoms, effectivement. Alors, je vais traduire maintenant l'émotion que les enfants avaient quand ils arrivaient devant le lycée. Alors, il faut dire qu'à l'époque, les bâtiments les plus impressionnants, je dirais plus immenses, c'était le lycée Solcher. Il n'y avait pas plus de bâtiments, et que des maisons basses à Fort-de-France. Donc le lycée sortait du lot pratiquement. Et les enfants de communes ne connaissaient pas ce lycée. Et y allaient pour la première fois, souvent passer l'examen d'entrée. Alors, un petit extrait. Thialin considérait le lycée comme une maison qui lui a inculqué une formation humaine, a forgé son âme, sa personnalité, apprendre à se réveiller le matin, prendre sa douche froide, s'organiser pour terminer ses devoirs avant le début du cours et réviser ses leçons, être prêt pour aller en classe, faire son lit, obéir aux directives du surveillant jusqu'au petit déjeuner. Nous étions enrégimentés et apprenions les bonnes habitudes. Les punitions et les privations de liberté étaient légion. Nous étions obligés de réussir, c'était un devoir obligatoire, une formation à tous les niveaux. Le matin, il fallait saluer le surveillant en entrant à l'étude. En décembre 1959, les bruits des émeutes rebondissaient jusqu'au lycée. Thialin connaissait déjà Fort-de-France, du moins certains magasins. Il y était déjà venu en période de carnaval, en famille, pour admirer les groupes à pied qui rivalisaient de couleurs chatoyantes dans de somptueux costumes. À l'occasion de communion ou d'achats dans de grands magasins, il visitait Fort-de-France et se rendait à la grande compagnie du cirque. Thialin se remémorait son arrivée au lycée. Venant de l'école communale de Ducos, il revit cette bâtisse en bois, frêle, dont les poteaux paraissaient si fragiles. Il débarqua au lycée pour y passer son examen des bourses. Très tôt le matin, il se rendit dans la salle 19, à l'appel de son nom. Il se sentit écrasé par le poids des murs, des bâtiments, des poteaux. Il était tellement ému qu'une fois installé à sa place, il renversa son encrier sur sa copie. Il se leva et courageusement réclama au surveillant une autre copie. Il reçut une fin de non-recevoir. Tant bien que mal, il répondit aux questions posées et rejoignit ses parents à la fin des épreuves. De retour à son domicile, son père l'interrogea sur ses réponses à l'épreuve de mathématiques. Très fort en maths, il ne concevait pas que son fils ait pu échouer. Thialin fut condamné à redoubler son CM2 et fut admis directement au lycée sans examen l'année suivante. Voilà un peu comment on arrivait devant le lycée et comment on abordait ce lycée. Alors, un autre enfant disait que son père lui avait dit « Tu feras du latin ». Il n'était pas pensable d'émettre un avis contraire et cela faisait peur. Monsieur Lapierre, professeur de latin français, était d'une pâleur maladive et marquait les élèves. Il déambulait dans la classe tout en parlant. Un petit copain à Tigérard, un peu grippé, assis au fond de la classe, possédait une boîte de pastilles Valda. En voulant prendre une pastille, il fit tomber maladroitement la boîte qui roula doucement dans le silence de la classe jusqu'au bureau du professeur, buta contre l'estrade et s'immobilisa. Le professeur écouta le bruit sans sourciller. Tous les élèves retenaient leur respiration et attendaient sa réaction. L'élève était rigide et paralysé par la peur. « Qu'est-ce que c'est » dit le professeur d'une voix sèche. « C'était dans ma poche et puis c'est tombé » répondit timidement l'élève. « Écoutez-moi le français » dit le professeur. Tous les élèves étaient sidérés. Il fit tout un cours à propos de la phrase prononcée par l'élève. Par bonheur, la cloche sonna. Il libéra la classe, non sans un certain soulagement des élèves. Donc on voit qu'il y avait une sévérité dans la classe et il y avait surtout un respect des enseignants. On ne rigolait pas du tout avec la discipline au lycée Solcher. Et tout le monde le savait. Alors, pour se venger, les enfants attribuaient des surnoms aux professeurs
et également au personnel administratif. Mais des surnoms très gentils qui faisaient souvent sourire les uns les autres. Et alors si je retrouve... Juste une petite question. Les surnoms, ils étaient connus par les personnes concernées ou bien c'était entre élèves? Pas nécessairement, mais entre élèves souvent, voilà. Bon, je vous dirai après, c'est pas grave. Alors, il faut aussi dire que les vêtements étaient particuliers au lycée. Il n'y avait pas d'uniforme, mais l'uniforme classique, c'était le short et la chemise beige. Tous les enfants étaient habillés de la même façon. Et d'ailleurs, le tissu acheté par les mamans était acheté dans les magasins syriens. Et tout le monde avait le même tissu. Donc, ce sont des couturières qui confectionnaient donc, ces vêtements-là. Et quand on passait en seconde, on avait droit au pantalon long. Mais de la 6e à la 3e, on était en short. Voilà. Et pour l'anecdote, un jeune homme m'a raconté que ses parents étaient de conditions très très modestes et il était rentré au lycée en 6e avec son costume de première communion. Donc short et veste. Et il a porté ce costume de la 6e à la 3e. Et bien évidemment, le short était un peu long en 6e, arrivé en 4e, il était un peu court. Et un jour, le professeur s'est un peu moqué de lui en le regardant sur l'estrade. Et il m'a dit que ce qui a fait plaisir, c'est qu'aucun enfant n'a ri. Et le professeur se sentit gêné, et à la fin du cours, s'est excusé. S'être moqué de sa tenue. On voit donc qu'il y avait une grande solidarité entre les enfants, de conditions pratiquement identiques. Voilà. Alors, il y avait aussi des astuces des parents. Les parents demandaient, par exemple, aux plus grands des voisins, les enfants des voisins, d'accompagner leurs rejetons au lycée. Parce qu'ils ne connaissaient pas nécessairement le chemin pour y aller, et les parents travaillant ne pouvaient pas l'accompagner. Donc, un jeune qui s'appelle Serge Michel me racontait qu'il avait conscience d'entrer dans le secondaire. Une récompense méritée, le signe du véritable accès à notre futur. On y était préparé scolairement et psychologiquement. Les seuls mots au lycée Seulcher signifiaient quelque chose d'impressionnant et de reconnu. On était poussé vers le haut. Serge Michel croit qu'indépendamment de leur caractère, ils étaient tous fiers. Ses parents avaient demandé au fils de leur voisine, qui avait 5 ou 6 ans de plus que lui, de faire le chemin avec lui les premiers jours pour aller, à pied bien sûr, au centre-ville où ils habitaient jusqu'au lycée. Trajet relativement long, sa mère l'avait accompagné les jours précédents, en reconnaissance. Leur voisin Tony s'est donc engagé à le guider la première semaine et à lui donner quelques repères. Le chemin le plus recommandé, les raccourcis, l'endroit où traverser exactement, quand on arrivait au bord du canal, au bout de la rue Garnier-Pagès, il y avait 2 choix possibles. Le carrefour dit de l'abattoir était un effet important. Pour ses yeux d'enfant, le franchir était une sorte d'épreuve. Mais la circulation en ce temps-là était faible et les élèves montaient vers le lycée par grappes venant de toute la ville. À 10 ans, ils ne portaient pas encore le pantalon, mais le short. On disait pantalon court. À cette époque, il n'y avait pas d'uniforme. Seules les filles, élèves du lycée de jeunes filles, d'abord au centre-ville, puis à Bellevue, en portaient un. On se devait d'être proprement vêtu, correctement mis. L'idée dominante était le sérieux et la bonne tenue. Autant qu'ils s'en souviennent, on ne relevait guère les différences sociales. Personne n'était là pour frimer, s'habiller mieux qu'un autre. On n'y songeait même pas, et c'était le sentiment général. Une fois au lycée, dont on avait longé la haute muraille avant d'entrer, il a immédiatement été confronté à l'allure de quelques personnages clés incarnant l'autorité, le contrôle, la gravité. C'étaient les surveillants généraux, M. Jean-Philippe, M. Jean-Charles, ainsi que le censeur, M. Sarlat. On n'avait pas encore atteint la cour du bas qu'on avait déjà croisé l'un d'entre eux et décelé sur son visage, en le saluant comme il se devait, l'humeur du jour. Elle n'était guère détendue. Alors il y avait aussi les pions. Les pions qui ont été vraiment des personnages centraux de ce lycée, qui ont accompagné les jeunes dans leur éducation, qui ont permis aux jeunes de répéter leurs leçons, de corriger leurs devoirs, d'être au niveau. Souvent, les élèves de commune avaient un petit retard parce qu'eux n'avaient pas pu faire du latin, par exemple, ou du grec. Et souvent, grâce à ces pions, ils rattrapaient ce retard. En revanche, ils étaient très forts en maths. C'est les meilleurs élèves des cours complémentaires, notamment, meilleurs élèves de ce qu'on appelait les CEG à l'époque, les collèges d'enseignement généraux. Et donc, quand ils arrivaient au lycée, c'était déjà brillant.
Et souvent, dans la cour de récréation, il y avait des duels. C'est celui qui faisait le devoir de maths le premier. Et souvent, les enfants s'amusaient avec des morceaux de craie à résoudre un problème carrément sur le sol de la cour, sur le bitume. Et c'était au premier qui réussissait. Il ne gagnait rien du tout, simplement à dire « je suis le plus fort, j'ai résolu le problème le premier ». Voilà. Comme on faisait aussi du latin, des déclinaisons latines aussi, les uns avec les autres. Voilà. Donc cette ambiance-là, vraiment d'émulation, était présente dans ce lycée. Alors les pions habitaient dans ce qu'on appelle Pionville. C'était un bâtiment qui était au-dessus du lycée, où tous les pions étaient regroupés et avaient leur chambre. La plupart étaient étudiants à Visiose. Alors, beaucoup de personnes ne connaissent pas Visiose. Ce qu'a été Visiose, c'était l'ancêtre, je puis dire, de l'université des Antilles. Et j'ai réservé donc en annexe de ce livre une petite partie sur le lycée, sur le Visiose, pardon, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, va remémorer un petit peu l'importance de l'Institut Visiose à l'époque, pour ces pions-là. Voilà. Et la plupart des pions, après leur étude, partaient dans l'Hexagone pour suivre leurs études. Alors ça se faisait en plusieurs temps, parce qu'il fallait économiser le prix du voyage en bateau. La plupart des bacheliers partaient en bateau pour suivre leurs études. Et les parents n'ayant pas les moyens, ils faisaient quelques années de pions, mettaient de l'argent de côté, et ensuite partaient faire leurs études. Et revenaient ensuite pour enseigner. Ou alors ils restaient dans l'Hexagone pour, s'ils avaient emprunté une carrière, par exemple, de médecin, ou de pharmacien, ou d'avocat, ils revenaient par la suite. Voilà. Alors, un petit extrait des pions. Alors, le pionica de T. Jean-Claude dura 3 années, à l'étude 7. Il résidait à Pionville, dans un bâtiment situé sur le plateau du lycée, à Marigot de Bellevue. Tous les pions y étaient logés. Ils avaient un programme strict, dormaient avec les élèves dans les dortoirs et prenaient en charge ceux qui restaient au lycée le samedi. Le lundi matin à 5 heures, c'était le réveil, la douche et le petit déjeuner, suivi de l'étude. Certains lycéens demandaient aux maîtres d'internat de contrôler rapidement leurs travaux avant le début des cours. Les maîtres d'internat représentaient des modèles pour les jeunes qui voulaient sortir de leurs conditions sociales. Le système du lycée était formateur. Grâce à l'attribution des bourses aux lycéens et grâce à l'Institut Visiose, la Martinique s'est dotée de fonctionnaires pour les administrations des douanes, des PTT, de la DAS. Aucune étude n'a été réalisée pour le confirmer, mais les faits existent. Alors, la plupart des pions avaient bien sûr des petits surnoms. Et des anecdotes, il y en a de très nombreuses qui sont retracées dans ce livre. Mais la plupart ont eu une belle carrière parce qu'ils ont eu effectivement un certain sérieux dans leurs études. Alors, je ne pourrais pas éviter de parler d'Alain Cadoré. Alain Cadoré, qui est une personnalité à Martinique, qui a été donc au lycée de l'école maternelle jusqu'à la terminale, et ensuite il a travaillé donc au lycée. Il était secrétaire général au lycée, et il a connu une génération donc d'enseignants, génération d'élèves aussi, et il parle de ce lycée avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et j'ai compris, à force de l'écouter, pourquoi cette émotion-là se dégage, parce qu'effectivement, pour lui, c'était un patrimoine de la Martinique et il fallait le préserver. Voilà. Et il disait souvent que certaines personnes ont voulu que l'on détruise le lycée. Lui considérait qu'il ne fallait pas y toucher parce que ça faisait partie de la vie des Martiniquais simplement. Voilà. Et que même si on changeait son nom, il resterait toujours dans le cœur des Martiniquais, le lycée Solcher. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion par rapport soit à tes recherches ou par rapport à... remercier simplement tous ceux qui ont bien voulu témoigner, tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner et m'aider en me donnant des photos, des documents, leurs témoignages, des anecdotes, des personnes à aller voir de leur part, qui m'ont vraiment accompagné pour que ce livre voie le jour. Voilà. Un grand merci à eux, ils sont trop nombreux, je ne pourrais pas tous les citer. Et merci aussi aux filles qui m'ont aussi donné leur anecdote aussi, et montré aussi qu'elles avaient leur importance dans ce lycée, autant que les garçons. Merci beaucoup, Madame Pujard, pour en tout cas ce travail que tu as fait, puisque on l'a dit, on le redit, on le dira jamais trop, ça fait partie du patrimoine de la Martinique, et aussi bien physique, émotionnel, psychologique, tout. Et merci d'avoir pris de ton temps pour faire ce travail, et
Nous attendons l'opportunité de pouvoir le lire quand il sera disponible. Voilà. Merci. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris plaisir comme nous à parler du lycée Schellcher, notamment aussi bien les anciennes générations que les nouvelles. Les nouvelles ont des choses, ça leur permet de mieux comprendre certaines choses ou certaines paroles dites à une certaine époque. En tout cas, si comme Madame Pujard, vous voulez venir sur le plateau, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. À nouveau, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci Madame Pujard. Merci. Et bonne fin d'après-midi à vous et je vous dis à très bientôt.